Sud Radio, l'heure libre, 10h-11h. Bonjour à tous. Bonjour à tous, bienvenue dans l'heure libre. Une heure d'analyse, de décryptage de l'actualité avec la rédaction de Factuel.media. Une heure pour parler librement également avec Jean-Marie Bandry. Bonjour Stéphane et bienvenue à vous sur Sud Radio, parlons vrai. Avec nous aujourd'hui Victor Lefebvre, journaliste à Factuel.media, et Jonas Haddad, notre invité, avocat au barreau de Rouen. Bonjour Jonas. Bonjour. Bonjour maître. Alors avant de vous annoncer le sommaire d'aujourd'hui, j'aimerais vous demander, maître Haddad, comment avez-vous réagi à l'annonce de la mort hier de Robert Badinter? J'imagine que pour un avocat c'est un exemple. Oui, c'est un exemple, et puis il faut réagir en avocat et aussi en tant que citoyen. La force de Badinter, c'est d'avoir réussi à faire en sorte que les combats des avocats, c'est-à-dire le combat du droit et de la justice, soient le combat de tous les citoyens. Et aujourd'hui, vous trouverez peu de citoyens qui remettent en cause les combats qui étaient ceux de l'avocat. Il a défendu des gens, à l'époque, lorsque c'était un intérêt particulier, puisqu'ils étaient condamnés potentiellement à mort. Ouais. Et en fait, il a réussi à montrer qu'un certain nombre d'intérêts particuliers créent un intérêt général, c'est-à-dire de dresser une ligne rouge. Et je pense qu'aujourd'hui, quand je me souviens des débats qu'il y avait à l'Assemblée nationale, personne ne remettrait en cause cette ligne rouge qui est celle qu'on revoit parfois ces derniers temps pointer son nez du fait qu'un homme ne peut pas donner la mort à un autre homme. Merci. Alors aujourd'hui, nous allons parler du trafic d'organes, reins à vendre, foie à vendre, cœur à vendre. Qui est derrière ce trafic? Quid du rôle de la Chine dans l'organisation de ce trafic? Nous allons nous demander également pourquoi si peu de réactions de la communauté internationale à ces trafics. On en parle tout à l'heure. Mais commençons par revenir sur l'attaque samedi dernier de la gare de Lyon. C'était il y a une semaine, pile, vers 8h du matin. Khashoggi Sagou Gouno, 32 ans, ressortissant malien qui bénéficiait d'un titre de séjour italien, frappait 3 personnes avec un couteau et un marteau, dont un très grièvement. Nous allons nous demander quels sont les enseignements à tirer de ce qui est bien plus qu'un fait divers isolé. Et avec Victor Lefebvre, vous avez interviewé Frédéric Loz, secrétaire général du syndicat des commissaires de la police nationale, à propos de cette agression. Et pour lui, ce genre d'attaque est amené à se reproduire en l'absence de stratégie globale de la réponse pénale. Autrement dit, il va falloir s'habituer à ce genre d'attaque. Ça fait froid dans le dos. Oui, absolument, c'est ce qu'il dit. Et effectivement, qu'il s'agisse d'un fait de droit commun, pour l'instant c'est le cas puisque le parquet national antiterroriste ne s'est pas saisi du dossier, ou qu'il s'agisse d'un fait de terrorisme, il va falloir effectivement, c'est ce que dit en tout cas ce syndicat, c'est pas le seul, tous les syndicats de police le disent, tous les experts aussi en matière de terrorisme le disent, il faut s'habituer à ce genre d'attaque, en particulier au couteau, puisque ce sont des attaques imprévisibles évidemment pour les forces de sécurité, pour le service du renseignement. Il est impossible, quasi impossible de prévoir ce genre d'attaque. Alors maître Haddad, vous suivant sur les comptes des réseaux sociaux, j'ai vu que vous faisiez le couteau du jour. C'est-à-dire qu'on en est à compter, mais chaque jour suffit son coup de couteau. Ça devient absolument sidérant. Ce qui est terrifiant, c'est qu'en fait, parfois, l'actualité en chasse une autre. Et moi, pourquoi j'ai lancé ce truc, le couteau du jour? Parce que je me suis dit à un moment, quand vous allez avoir bientôt des débats politiques dans lesquels des gens, notamment de gauche et d'extrême gauche, vont vous accuser de racisme, de fascisme, etc., vraiment leur mettre devant les yeux les conséquences de ce que ça peut produire qu'une politique laxiste. C'est-à-dire qu'en gros, dans notre pays, et moi c'est le drame quand je vous entends, mais ce que vous faites du factuel, de se dire que les gens doivent s'y habituer. Eh bien non, on ne doit pas s'y habituer. On doit faire en sorte que ça reste quelque chose qui soit vraiment exceptionnel dans un pays dans lequel la sécurité, la capacité, la liberté... C'est le premier droit des citoyens. La liberté d'aller ou venir, c'est la sécurité. Et deuxièmement, si vous voulez, ça correspond absolument pas, même à notre culture française. La culture française, c'est la culture de la balade, c'est la culture de la capacité de se promener dans la rue. Il y a d'autres pays, vous savez, aux États-Unis, les gens ne se promènent pas. Les gens, ils prennent leur voiture, ils vont dans un endroit. Dans des pays sous-développés, les gens se barricadent. Nous, la culture de la France, c'est ça. C'est la culture de la capacité de se rencontrer, de se voir. Vous imaginez de se dire à chaque fois, c'est ça. Et pourquoi je pointe la symbolique du couteau? Parce que la symbolique du couteau, vous remarquerez que tous les gens qui frappent au coup de couteau n'ont pas des revendications bouddhistes, n'ont pas des revendications des illuminés de Jésus, et ils n'ont pas non plus des revendications des illuminés de la nature. Il y a une petite exception avec l'attaque à précisément. Oui. Si vous vous rappelez, l'homme qui a commencé à poignarder un enfant près du lac d'Annecy, il criait Jésus, Jésus, et c'était avec un couteau. Ouais. Alors oui, mais d'un autre côté, on a bien vu, et c'est pour ça que j'englobais plusieurs choses là-dedans, c'est que lui-même était quelqu'un qui était irrégulièrement sur le territoire français.
Et donc, ça démontre bien qu'en réalité, au-delà des concepts religieux, au-delà de la possibilité, il y a plein de gens qui sont dans un concept parfois aussi d'anti-français. Regardez l'assaillant de la gare de Lyon. Oui, et comment il y a des gens qui peuvent encore contester le caractère raciste de ce crime? Anti-français, clairement anti-français. Je donnerai lecture de ces devant 44 000 personnes pendant plusieurs mois. Cette personne dit clairement, la France nous a colonisés. Et c'est d'ailleurs, on peut le dire, c'est la première fois qu'est commis en France un crime d'origine panafricaniste. Absolument. Je vais lire ce qu'il dit sur les réseaux sociaux, en particulier sur TikTok. Je ne suis pas français. Je ne veux pas être français. Je n'aime pas la France. Je déteste tous les Français car c'est les Français qui m'ont privé du droit de vivre et ôté ma dignité. Ils ont pillé mon pays et mon continent. C'est les Français qui nous ont mis en esclavage. Les Français sont hypocrites, provocateurs et c'est des bons à rien. On croit halluciner en entendant cela. Alors il y a deux choses. D'abord, dans ce cas-là, pourquoi il est en France? Si ce pays est si terrible, pourquoi vient-il en France? Il l'a dit lui-même aux enquêteurs, il est venu pour tuer des Français. En tout cas, c'est ce qu'il voulait faire. C'est ce qu'il a dit. Donc on acte le fait qu'aujourd'hui, il y a des gens qui viennent pour nous tuer. Voilà. Donc ça, c'est un premier point. Un deuxième point, juste pour les belles âmes, remplacer le mot français par une autre origine. Bien entendu, c'est Imaginez que quelqu'un dise, prenons un exemple, ce monsieur est noir, je déteste les Noirs, j'ai envie de tuer des Noirs, etc. Mais qu'est-ce qu'on n'aurait pas entendu, et à juste titre. Et là, on a l'impression qu'on a envie de mettre cette affaire sous le boisseau. Ouais. Alors, Victor Lefebvre, petite précision, il y a effectivement une explosion des tentatives d'homicide. Donnez-nous des chiffres. Alors sur les homicides, effectivement, on a eu les chiffres qui sont donnés par le service statistique du ministère de l'Intérieur. C'est plus 59% entre 2016 et 2022 sur les tentatives d'homicide, puisque maintenant on a coutume plutôt de lier les deux, à la fois les homicides et les tentatives d'homicide, pour donner le taux d'homicidité cher à Alain Bauer. Et donc pour 2022, plus 59% en l'espace de 6 ans. Donc, pour donner un chiffre concret, les tentatives de meurtre ont fait 3584 victimes, alors qu'elles étaient 2259 en 2016. Et sur les homicides réussis, cette fois-ci, donc plus 17% entre 2016 et 2022. On a franchi la barre symbolique des 1000 homicides commis chaque année. Et ces chiffres sont d'autant plus inquiétants que le patron du syndicat des commissaires que vous avez interviewé, je le rappelle, dit que la police manque de plus en plus de données, car depuis 2019, décision a été prise de supprimer l'Observatoire national de la délinquance et des réponses pénales. Ça servait à quoi exactement cet observatoire? En fait, ça donnait une lecture beaucoup plus fine et beaucoup plus précise annuellement du nombre, pas seulement des homicides ou des tentatives d'homicide, mais également des coups et blessures, des vols, des infractions, des cambriolages, etc. Chaque année. Et aujourd'hui, effectivement, ça a été remplacé par le SSMSI, donc le service statistique du ministère de l'Intérieur, qui est un outil moins précis, moins fiable pour tous les experts en matière de sécurité. Alors, ce commissaire nous dit à propos de ces attaques, je le cite, pourquoi un certain nombre d'individus désinhibés multiplient les attaques au couteau? Pourquoi est-on en insécurité sur le sol français? Il n'y a pas une seule réponse, mais il est certain que le délitement de l'autorité et le sentiment d'impunité sont des facteurs très importants pour expliquer ces passages à l'acte. Vous cautionnez, Maître Haddad? Alors, je cautionne et je cautionne pas parce que, évidemment, la justice aussi fait son travail. On peut pas dire que la justice ne le fait pas. En revanche, on a parfois l'habitude de voir des décisions de justice qui sont assez hallucinantes en matière d'abolition du discernement. Ce que les gens ne comprennent pas et ce que tout le monde vous dit à juste titre, c'est qu'il y ait des gens qui soient fous, ça c'est une évidence. Mais qu'il y ait autant de gens qui soient fous, qui donnent des coups de couteau, la nature, évidemment, quand quelqu'un donne des coups de couteau à quelqu'un d'autre, c'est qu'il est un peu fou. C'est pas quelqu'un de profondément normal. Et la justice, elle doit définir à un moment donné, est-ce que, par exemple, l'assaillant de la gare de Lyon, au moment où il sort son couteau et il frappe, est-ce que son discernement est aboli? Et c'est ça où on a l'impression parfois qu'on ne va pas au bout des choses, c'est qu'on a une conception très très large, on dit il était un peu fou, il était un peu zinzin, effectivement, vous vous souvenez tous de la jurisprudence Halimi, la jurisprudence Halimi, où on a allé jusqu'à considérer qu'il avait une bouffée délirante qui venait altérer le fait. Sauf que là, on est sur un cas qui est quand même très particulier avec cet homme qui a fomenté et mené cette attaque à la gare de Lyon. Parce que concrètement, il a des médicaments psychiatriques qui sont dans ses bagages, on les a retrouvés. Il les traitait par ailleurs. Et à côté de ça, il vous tient des propos qui sont certes complètement anti-français, mais en tout cas qui sont rationnels. Qui sont rationnellement racistes, on peut le dire comme ça, suivi
suivi par 44 000 personnes qui sont probablement pas malades. Donc on a quoi? Un malade qui commet un acte conscient et raciste, mais dont on peut pas dire qu'il soit pas malade. Et vous regardez, et je vais dans le sens de ce que vous dites, est-ce que tout le monde se souvient de l'affaire Lola? Pendant des mois et des mois, les médias avaient dit « Oh là là, est-ce que Dabiabé était folle ou pas ?» Vous vous souvenez? Résultat de l'expertise, elle n'était absolument pas folle, et elle était pleinement consciente. Donc en fait, on va jeter un voile de folie pendant quelques jours pour atténuer... Sauf que ces médicaments, il les avait pas pour rien dans ses bagages. Bien entendu. Oui, mais Dabia n'avait pas de médicaments. Avant-hier, dans le couteau du jour, le converti qui se balade dans Draveil pour essayer de planter tout le monde, il n'avait pas de médicaments. Le Tunisien sous OQTF, avant-hier, il n'avait pas de médicaments. On va y revenir avec Victor Lefebvre. Je voudrais dire quand même que ce monsieur, en garde à vue, a reconnu la préméditation. Ça, c'est un élément très important, parce que souvent, il est admis qu'un fou, justement, réagit sous l'emprise d'une bouffée, d'une impulsion. Or là, c'est très clairement avec un plan qu'il est venu en France. Donc parler d'un profil de déséquilibré, certes, il coche pas toutes les cases de la normalité, mais il n'empêche que voilà, quand il y a préméditation, quand il y a un acte aussi clairement étayé avec un discours, etc., on peut pas dire c'est un fou et puis balayer ça d'un revers de main, quoi. J'ajouterais même qu'aujourd'hui, notre droit pénal est tellement protecteur, et peut-être à juste titre, des droits de la défense, donc vous avez le droit de vous défendre, que lorsqu'on fait un aveu, c'est de plus en plus un aveu qui est conscient. Il y a 30 ans, vous savez, on parlait à l'époque de la fameuse technique du bottin où les policiers mettaient les gens en garde à vue pour essayer de leur faire extraire des aveux. Aujourd'hui, dès la première heure, vous avez le droit à un avocat. Et c'est tant mieux pour votre corporation, d'ailleurs. Et c'est tant mieux, mais moi je suis pas corporatiste, mais c'est tant mieux. Mais ça veut dire qu'aujourd'hui, quand quelqu'un vous fait un aveu, je peux vous dire qu'il a beaucoup plus de valeur qu'il y a 30 ans. Absolument. Alors, dans un instant, on va reparler de ces plateformes de signalement, parce que cet homme présentait manifestement un danger, et pourtant, la fameuse plateforme Pharos, encore une fois, n'a pas marché, et puisque ce profil n'a pas été pris au sérieux. Et dans un instant, on va se demander également si la consigne désormais en haut lieu n'est pas de minorer systématiquement la gravité de ce genre d'attaque. À tout de suite sur Sud Radio. Sud Radio, l'heure libre, 10h-11h. De retour dans l'heure libre, 1 heure pour décrypter l'actualité des faits de société. Nous sommes toujours avec Jean-Marie Bordry, Victor Lefebvre de Factuel.media et Maître Jonas Haddad, avocat au barreau de Rouen. Merci d'être là. Victor Lefebvre, je le disais, vous avez enquêté cette semaine pour Factuel.media sur l'attaque au couteau de la gare de Lyon samedi dernier, et vous avez interviewé le responsable du syndicat des commissaires, Frédéric Lose, un policier de terrain qui a occupé de très hautes fonctions, notamment directeur départemental de la sécurité publique dans le Val d'Oise, qui est un des rares à avoir fait reculer la délinquance sur son département. Et vous nous le rappeliez, les agressions au couteau, les tentatives d'homicide ont explosé près de 60% en plus en 2023. La question est de savoir s'il va falloir s'habituer à ce type d'agression. Revenons un instant encore sur le profil de cette agression. Curieusement, il y a eu quelque chose de gênant. C'est la réaction et la communication de la préfecture de police de Paris. 2 heures à peine après les faits, le préfet de police de Paris, Laurent Nunez, qui vient sur place, va aller dire aux chaînes Info, grosso modo, l'homme était en situation régulière, il a des problèmes psychiatriques. En gros, ça veut dire circuler, il n'y a rien à voir, hein. Oui, on peut effectivement, donc même si effectivement la justice n'a pas encore décidé s'il y avait effectivement lieu d'avoir une altération ou une abolition du jugement, en quel cas la responsabilité pénale de l'accusé ne serait pas engagée, mais effectivement tout de suite la communication a été faite en ce sens-là. Ouais. Alors on l'a vu, l'agresseur, c'est quelqu'un qui tient un discours très structuré, proche des discours que l'on appelle indigénistes, un discours de haine anti-française. Maître Haddad, on a peine à comprendre que cet individu, qui n'est pas discret sur sa haine, puisqu'il postait régulièrement des messages vidéo, n'ait pas été repéré par les services de renseignement. Les plateformes de signalement, la fameuse plateforme Pharos, pour alerter sur tous ceux qui tiennent des discours haineux, ça n'a pas marché. Alors d'abord, je ne connais pas la capacité d'accueil de la plateforme Pharos, mais si on en parle, effectivement, la plateforme Pharos serait submergée par le nombre de discours anti-français. Parce qu'effectivement, aujourd'hui, la mode, notamment dans un certain nombre de milieux, c'est d'accuser la France de tous les maux, évidemment alimenté parfois par des gens qui veulent casser ce qui a pu être considéré comme le monopole français en Afrique, notamment, je pense, par des Russes. Mais ce que je voulais dire, c'est que il y a 2 choses. D'abord, à mon avis, sur les 44 000 personnes, je suis certain qu'il y en a beaucoup qui n'étaient pas si choqués que ça, parce que quand vous êtes abonné à quelqu'un, a priori, vous n'êtes pas choqué par ses discours.
Alors même si vous êtes uniquement un observateur, à un moment, et donc en fait je pense que foncièrement les gens se sont dit mais ce gars a parfaitement raison, et il a parfaitement raison. Préoccupant. Voilà, sur l'assaillant. Et deuxièmement, ce qui est plus préoccupant, c'est que à un moment, évidemment, on peut dire que le travail n'a pas été fait, mais on ne pourra pas avoir Pharos derrière tous les influenceurs. Et la question, ce sera de savoir à quelle maille on va travailler. Parce que il y a des gens qui ont fait... Il y a d'autres assaillants qui ont fait des TikTok, et sauf à installer un big data qui soit assez puissant, à partir, je sais pas, de 100, 400, 500 abonnés, on va forcément passer à côté de certains signalements, parce que c'est peut-être l'occasion de remettre à plat un peu la manière dont se fait le renseignement en France et ailleurs, parce que je crois savoir qu'aux États-Unis, on se prive pas d'utiliser big data justement pour tout ce qui est atteinte à la sûreté de l'État. Alors notamment aux États-Unis, mais vous vous souvenez que dans le discours du président de la République, lorsqu'il a eu la conférence de presse, il a dit la première préoccupation ce sera sur le contrôle de l'information sur les réseaux sociaux. Mais il en parlait suite aux émeutes, parce que notamment les émeutiers se servaient de Snapchat pour se donner des rendez-vous. Mais à aucun moment, il n'a dit, et il devrait compléter sa parole par ça, de dire oui pour la commission d'actes délictueux, mais oui aussi pour le repérage des signaux faibles, qui sont tous sauf faibles. Quand vous avez 44 000 abonnés, c'est plus faible. Le repérage de ces signaux pour se dire, ah, là, il y a une problématique, et non pas faire en sorte qu'il y ait une censure a priori, mais qu'on sache dire très clairement, bah là, le discernement était absolument pas aboli, sanctionnons fortement. Absolument. Alors, je profite de votre présence pour vous demander d'expliquer un peu l'imprudence du préfet de police de Paris quand il va dire bon bah voilà c'est quelqu'un de déséquilibré. Il parle un peu vite. L'agresseur n'a même pas été encore auditionné par un expert, par un psychiatre. Bon, le préfet de police de Paris, Laurent Nunez, c'est un préfet, mais c'est peut-être le plus politique de tous les préfets. Ah il oui, a eu des ancien fonctions, ministre. Et voilà, c'est un ancien ministre. Il a eu des fonctions politiques récemment. N'oublions pas aussi que ces derniers temps, autour des gares, se multiplient ce genre de faits. Et n'oublions pas que nous accueillons bientôt les JO. Et il tourne d'ailleurs, puisqu'on parle des réseaux sociaux, notamment dans la communauté asiatique, vis-à-vis des locuteurs chinois, des vidéos ces derniers temps qui disent que dans les gares françaises, il y a des problématiques, qu'il y a des problèmes de sécurité, et donc il faut peut-être pas venir pour les JO. Donc en fait, c'est ça aussi que, si vous voulez, le préfet de police de Paris, il a à gérer des impératifs aussi quasiment d'intérêt, d'attractivité du pays. Et oui, évidemment, bah, parfois ça se fait, j'ai pas l'expression, mais sur le dos de la vérité judiciaire telle qu'elle éclatera certainement. Alors, autre affaire cette semaine encore, mercredi, un Tunisien sans papier s'est introduit dans une école armé d'un couteau à Paris. Et peu de médias en ont parlé. Victor Lefebvre, vous vous êtes renseigné néanmoins. Oui, c'était lundi 5 février, un Tunisien donc sous OQTF, donc obligation de quitter le territoire français, âgé de 32 ans. Donc c'est Valeurs Actuelles, Amaury Bucco qui a révélé cette affaire, qui a pénétré dans l'école maternelle Jacques Hilaire dans le 12e vers 9h du matin, à peu près juste après que les enfants soient entrés à l'école. Et il aurait donc volé un jeu de clés. S'est introduit dans l'établissement scolaire armé de 2 lames de couteau type cutter. Et tout de suite, le personnel de l'établissement a eu le bon réflexe d'isoler, de confiner les enfants dans le gymnase de l'établissement. Le directeur de l'école a eu le réflexe aussi de contacter l'un des pères de famille, un père d'une jeune fille qui était lui-même policier, et donc qui a pu intervenir très rapidement avec son arme de service, et donc l'individu a été interpellé, heureusement sans faire de blessés parmi les enfants, mais il s'est énormément débattu. Donc c'est à coup de taser qu'il a été finalement maîtrisé. Il a été placé en garde à vue, mais là où ça devient le plus étonnant, c'est qu'il était pourtant donc sous OQTF, mais il n'a pas été placé en détention provisoire. Incroyable. Donc cet homme est toujours dans la nature. Il a été remis en liberté. Il a été remis en liberté. Il est sous contrôle judiciaire. On ne connaît pas les détails de cette histoire. De ce contrôle judiciaire, mais il est en liberté. Alors, le ministre de l'Intérieur a fait déjà, il y a quelque temps, dans une interview au Figaro qui avait fait couler un peu d'encre, le lien entre immigration et immigration illégale et insécurité. Est-ce que vous estimez, Maître Haddad, que cela vaut de sortir des accords de Schengen? Est-ce qu'il n'y a pas urgence pour la sécurité du pays? Je ne sais pas si c'est... Vous savez, il y a un travers très franco-français, et pardonnez-moi peut-être de ne pas partager avec vous cet avis, c'est de dire que oui, c'est peut-être aussi de la faute de l'Europe. Je vous assure, il y a plein de pays qui récemment ont serré la vis d'un point de vue pénal, et ils n'ont pas attendu que l'Europe veuille bien nous dire qu'en matière d'immigration, on puisse le faire. J'ai des exemples notamment très précis, comme le Danemark, dirigé par un gouvernement socialiste qui a
bien durci la vis en matière d'immigration, qui du coup a des résultats vraiment assez spectaculaires et très rapides, et qui pourtant n'a pas demandé à sortir de Schengen. On organise aussi notre propre impéritie. Je veux dire, à un moment, quand on dit clairement, on n'exécute que 6% des OQTF, on n'a pas besoin de Schengen pour faire en sorte d'exécuter toutes les OQTF. Quand on vous dit une personne s'introduit dans une école avec des lames, qu'il est sous OQTF et on le renvoie même pas. Ouais. Et on le fait même ressortir de garde à vue. Je veux bien que Schengen ait beaucoup de défauts, mais quel est le rapport là ? Vous avez raison. Alors cette semaine, Victor Lefebvre, justement, vous avez aussi enquêté sur l'attractivité de la France pour ces migrants en situation illégale. Est-ce que l'on peut vraiment dire que la France est la destination européenne préférée des migrants aujourd'hui ? Alors c'est une destination privilégiée et parmi les plus prisées entre guillemets, si vous me passez l'expression, mais c'est pas forcément parce que la plupart aussi des migrants se dirigent ensuite vers le Royaume-Uni. On l'a vu évidemment avec la jungle de Calais à Grande-Sainte, ils essaient de se tourner vers le Royaume-Uni, mais en tout cas la France fait partie des pays, si ce n'est le pays le plus avantageux entre guillemets pour les migrants du point de vue des aides et des allocations notamment. Voilà, vous pouvez nous dire quelques mots sur cette attractivité des conditions d'hébergement par exemple ? Alors on pourrait en faire toute une émission, mais il y a notamment l'allocation temporaire d'asile, l'ATA, dont le montant journalier s'élève à 14,20 €, ça fait 426 € par mois environ. Par rapport à l'Allemagne, pour comparer, c'est 135 € mensuels, l'Espagne 50 €, et c'est uniquement dans les 6 premiers mois qui suivent l'instruction de la demande. Et en Italie, une personne non hébergée par l'État ne reçoit pas un centime. Ah oui, donc on est vraiment très accueillant. Ça, c'est uniquement pour l'hébergement, mais il y a d'autres conditions aussi qui sont nettement plus favorables. Vous nous apprenez qu'en 2020, le chiffre vaut d'être cité. L'État a consacré 3 milliards d'euros pour l'hébergement d'urgence des demandeurs d'asile, une somme qui a triplé en l'espace de 15 ans. Oui, et à Paris, c'est le SAMU social qui s'occupe notamment de la prise en charge des sans-abri, donc grâce à des maraudeurs. Et dans les colonnes de la Croix, le président du SAMU social disait que 60% des personnes hébergées sont des sans-papiers, pour donner un chiffre précis. Donc là, c'est vraiment sur l'hébergement d'urgence. Maître Haddad, quand on dit que la France n'a pas les moyens de payer la retraite au-delà de 62 ans, est-ce qu'elle a les moyens de cette générosité ? Alors, si cette générosité se faisait pas au détriment des Français, moi ça ne me gênerait pas, pour être clair. Mais si je reprends votre exemple d'hébergement, moi je viens de Rouen, le même constat a été fait. Aujourd'hui, toutes les places d'hébergement d'urgence qui ont été créées, notamment au départ pour des citoyens français, sont occupées par des gens qui ne sont pas français. Et vous savez, dans la fameuse conférence de presse du président, il a dit « Mon engagement, c'était surtout qu'il n'y ait plus quelqu'un qui dorme dehors ». Donc il y avait 50 000 places d'hébergement d'urgence, on les a passées à 200 000. C'est génial, normalement, on doit se dire, formidable, voilà une promesse politique tenue. Eh bien, tenez-vous bien, les 200 000 places d'hébergement, le delta a été occupé par des personnes. Ce qui ne signifie pas qu'on a dit non à des Français, vous n'entrerez pas dans cet hébergement d'urgence parce qu'on préfère y mettre des étrangers, si vous voulez. Parce que c'est ce qu'on pourrait retenir de votre comparaison. Mais si, absolument, puisque regardez, on vous dit, on a besoin de beaucoup plus d'hébergement d'urgence. Donc on crée des places. Ouais. D'accord ? Mais donc ces places-là, elles sont occupées. Elles n'ont pas c'est pas un quota illimité. Et ça ne veut pas dire qu'on a refusé des gens, si vous voulez. C'est ça que j'essaie de vous répondre. Ça ne veut pas dire qu'on a en tout cas, ça veut dire que des gens n'en ont pas bénéficié. On est d'accord. C'est pas tout à fait la même chose. Sinon, puisqu'en fait, il n'y a pas assez de places d'hébergement. C'est ça le problème. Si on avait assez, il en manque toujours. Si on avait assez. On ne les refuserait pas. Alors, parmi les éléments qui expliquent aussi cet appel d'air vers la France, il y a aussi l'AME, Victor Lefebvre, l'aide médicale d'État, qui a été créée en 1999 par le gouvernement de Lionel Jospin et qui prévoit un accès gratuit aux soins pour les clandestins présents sur le territoire, comme les autres, depuis plus de 3 mois. En gros, si vous avez plus de 3 mois, vous avez accès aux soins gratuitement. Y compris en situation irrégulière, notamment pour les... Et c'est pas une contrainte imposée par l'Union européenne, celle-là. Hein. Effectivement, et le budget de l'AME est en augmentation constante. Rappelez-vous, ça avait été beaucoup discuté au moment du projet de loi sur l'immigration. Il y avait eu le rapport Stefanini-Evin, et donc on a évalué que l'aide médicale d'État, c'était 1,2 milliard d'euros chaque année. Et à la fin juin dernier, donc 439 000 personnes bénéficient de l'AME. Et ils étaient 320 000 en 2018, donc plus 120 000 bénéficiaires en l'espace de 5 ans seulement. Bon, alors notez bien que nous recevrons sur Sud Radio Frédéric Lose, le patron du syndicat des commissaires que vous avez interviewé. Ce sera le 23 février prochain. Ce sera l'occasion avec lui de réfléchir sur la nécessité de repenser les réponses policières et judiciaires au moment où l'insécurité s'installe en France. Merci Victor Lefebvre. On peut lire vos enquêtes sur le site factuel.media. Dans un instant, on change de sujet. On va parler d'un trafic planétaire presque aussi simple que la commande d'un livre sur Internet ou d'un article de jardinage. Faites vos courses, achetez un rein, un foie. On parle du trafic d'organes et vous allez voir que la Chine y joue un rôle central. À tout de suite sur Sud Radio.
Sud Radio, l'heure libre, 10h-11h. De retour dans l'heure libre, une heure d'analyse, de décryptage des affaires qui font l'actualité. Nous sommes toujours avec Jean-Marie Bordry et maître Jonas Haddad, avocat au barreau de Rouen. Merci d'être avec nous. Nous ont rejoint Capucine Canonne et Noémie Aliwa, respectivement journaliste et chef de service international à Factuel.media, que l'on salue. Bonjour mesdames. Bonjour Stéphane. Bonjour. Capucine Canonne, vous êtes la correspondante de Factuel en Asie et vous êtes l'auteur d'une enquête absolument passionnante sur le trafic d'organes. Petit rappel avant de vous donner la parole, selon les Nations Unies, le trafic d'organes représente 1% de toutes les formes de trafic d'êtres humains. Depuis les années 2000, on suspecte la Chine de faire des prélèvements forcés sur ses prisonniers, notamment. Et une annonce a déclenché votre enquête. Foie à $22 000, cœur à $32 000, rein à $25 000, livré partout dans le monde, accompagné d'un de nos agents. Ceci n'est ni plus ni moins qu'une petite annonce sur la messagerie instantanée Telegram que vous avez pu lire et qui est vraiment sans équivoque. Alors en gros, pour nous résumer, Capucine Canonne, il est donc possible d'obtenir en quelques jours un organe, comme si vous achetiez une lampe de chevet, un vêtement, un livre ou une montre sur Internet. Oui, c'est ça. Avec ma collègue et journaliste Elena Arouet-Sanchez, on est allé sur Telegram. En quelques jours, depuis la France, on a trouvé cette annonce, beaucoup de photos, les caractères cryptés, et très vite, quelqu'un nous a parlé en anglais, nous a très vite demandé le groupe sanguin, nous a expliqué que le paiement était en crypto-monnaie, nous a envoyé des photos, nous a expliqué qu'il s'occuperait du transport avec un de ses agents, qu'il s'appuyait sur des experts, des chirurgiens experts du monde entier, qu'il n'y avait qu'à demander. Ouais. Alors on peut se demander déjà pourquoi il y a une telle pénurie et une telle demande d'organes. Est-ce que ça veut dire que s'il y avait plus de donneurs, il y aurait moins de trafic? Est-ce que ça veut dire que quelque part les familles ne sont pas très facilitantes sur les prélèvements d'organes? Depuis les années 90, on peut dire que la pénurie s'aggrave. Les familles sont pour beaucoup. En Occident, le démembrement d'un défunt, c'est quelque chose qui est mal vu. Et puis, il y a aussi des barrières religieuses, l'enseignement islamique qui souhaite l'intégrité du corps au moment du décès. Donc, toutes ces barrières-là ont eu une influence sur cette pénurie et donc cette réaction de trafic illégal. Ouais. Alors, Maître Haddad, vous nous disiez hors antenne, que vous nous faisiez remarquer que ce trafic est en train d'exploser avec la mondialisation et qu'il y a déjà des pays qui, plutôt que de laisser prospérer un trafic illégal, ont commencé à légaliser la vente d'organes. Absolument, c'est le cas aujourd'hui au Japon et en Iran, dans lequel vous pouvez vous procurer un rein pour moins cher que ce que vous aviez annoncé tout à l'heure, pour simplement $2000. Ah oui. Il y a d'autres pays comme le Brésil, la Chine, l'Inde, qui n'ont pas signé les conventions internationales qui sont liées au trafic d'organes. Et nous avons la chance en Europe d'être une forme de bulle au sens premier du terme, c'est-à-dire une bulle humaniste dans laquelle il existe une convention de lutte contre le trafic d'organes et qui vient donner une compétence extraterritoriale. Pour reprendre l'exemple que vous avez évoqué tout à l'heure, si je suis un Français, mais que je viens prélever des organes de façon illégale à l'extérieur de la France, je pourrais être condamné. Mais bien encore, si je suis un étranger depuis la Chine et que je vous propose cela, la France, donc la justice française, a le droit de se saisir et de venir traduire en justice la personne qui vous a proposé ça. Et donc en fait, si vous voulez, il faut vraiment qu'on conserve cette bulle parce que c'est le premier en fait des interdits anthropologiques, c'est le fait de dire que la disponibilité du corps, ce n'est pas ça. C'est même à la racine même de ce qu'on appelle l'humanisme européen, qui est très différent d'ailleurs. Alors, il y a évidemment des sujets religieux, mais aussi des sujets culturels. Le confucianisme asiatique fait que, évidemment, regardez ce qui se passe sur le transhumanisme, ils n'ont pas le même rapport. On a un rapport qui est plus décomplexé au corps, mais nous l'avons retranscrit dans la loi, ce qui fait qu'aujourd'hui, c'est interdit. Concrètement, ça veut dire que la personne qui a proposé à Capucine un foie pour $22 000, si j'ai bien retenu sur Telegram, elle risque quoi si la justice française lui mettait la main dessus à peu près? Elle risque 7 ans d'emprisonnement et 100 000 € d'amende. Puisque, en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'elle a détourné le circuit légal de fourniture d'organes. Et donc, ce détournant, elle, évidemment, elle risque ça. Et évidemment, la personne qui se rendrait complice de ce trafic. L'acheteur éventuel, Capucine, si elle était allée au bout, par exemple. Serait complice également. Et vous savez qu'en droit, la complicité équivaut à la commission de l'acte. Question subsidiaire, des affaires comme ça devant la justice française, il y en a combien dans l'année? Parce que le fait qu'on risque quelque chose, c'est une chose. Mais en revanche, est-ce que la justice arrive à le faire?
C'est compliqué, justement. Oui, en fait, c'est compliqué. Vous parlez de la Convention Saint-Jacques-de-Compostelle, qui a été signée par la France, mais la France a mis des réserves en la signant. Et notamment, il y a une réserve qui est relevée par les militants, c'est que la victime, donc, qui est très souvent morte, doit porter plainte dans le pays où le recel a eu lieu. Donc voilà, vous imaginez bien qu'il y a des pays comme la Chine, justement, où on n'est peut-être pas... Alors, je voudrais quand même que nos auditeurs comprennent l'importance de ce trafic qui pèse pour plus de 1,4 milliard de dollars de profits illicites selon le Conseil de l'Europe. 1,4 milliard de dollars de profits. Ce sont des chiffres importants. Et la République populaire de Chine, justement, est le plus grand État commanditaire du monde. Oui. Et puis, j'ai échangé avec des grands enquêteurs qui se sont renseignés sur la question, donc David Matas notamment, qui a sorti un gros rapport d'enquête sur le sujet dès les années 2005. Et lui me disait que c'est même pas une histoire financière, c'est qu'en fait, la Chine utilise ce trafic comme élimination des opposants. C'est vraiment une façon de... une forme de terrorisme en fait, psychologique pour faire craindre effectivement ceux qui voudraient s'opposer au régime. Voilà. Ça fait peut-être parfois encore plus peur qu'on prenne nos organes que on sortira d'être pas entier tué. de la prison, quoi. Oui. Oui, alors ces rapports, d'ailleurs, ce qui existe, c'est en contradiction complète avec les engagements officiels de la Chine. En lisant votre enquête, j'ai appris que depuis 2007, la Chine doit déclarer illégal tout prélèvement forcé d'organes et depuis 2015, ne peut plus prélever d'organes sur des prisonniers qui vont être exécutés. Mais alors, est-ce que ce sont de beaux engagements vis-à-vis de la communauté internationale ou est-ce que finalement c'est vrai ça ? Les rapports que j'ai lus et décortiqués sont sans équivoque. Alors, je parlais de celui de David Matas en 2005, mais depuis, il y a eu le China Tribunal, donc un tribunal indépendant, d'avocats, d'experts, de chirurgiens, qui se sont penchés sur la question en 2020. Et sans l'ombre d'un doute, c'est ce qu'ils écrivent, il y a encore du trafic illégal et des prélèvements forcés sur des minorités, à savoir notamment les Ouïghours, ou des prisonniers qui sont à l'origine pas condamnés à mort et qui sont condamnés à mort pour leurs organes. Et j'ai lu que chaque année, la Chine réaliserait entre 60 000 et 90 000 transplantations d'organes. Oui, ce sont les chiffres estimés. Notamment... Alors dites-nous un mot de ces associations que vous citez qui observent ce trafic très important. Tout à fait. Alors les rapports des enquêteurs, qui sont, je le répète, des rapports indépendants, des comités indépendants, se sont basés sur des aveux de chirurgiens, des témoignages d'anciens prisonniers, des écoutes téléphoniques. Ils se sont vraiment appuyés sur énormément de preuves et notamment les chiffres officiels. Le dernier chiffre officiel de la Chine, c'était en 2017 et c'était 5000 donneurs volontaires. Contre le chiffre que vous avez dit tout à l'heure. 60 000 ou 70 000, ça fait 65 000 de différence si on en croit ces chiffres. Le compte n'est pas bon, comme on dit. Noémie. Oui, et pour ajouter de l'eau à votre moulin, dans les rapports d'enquête, il y a aussi des témoignages qui sont rapportés, qui expliquent notamment que dans les camps où il y a les Ouïghours, il y a des crématoriums qui sont tout proches de ces camps, et il y a beaucoup de corps qui sont brûlés. Or, les Ouïghours, qui sont de tradition religieuse islamiques, eux, normalement, ne veulent pas être brûlés. Mais ils expliquent qu'en fait, c'est une façon de ne pas montrer qu'il y a eu des prélèvements d'organes, de brûler les corps, pour qu'il ne reste pas de preuves, en fait, de ces prélèvements forcés. J'imagine que officiellement la Chine récuse totalement ces allégations. J'entends déjà l'ambassadeur de Chine en France nous dire ce sont des racontards. Oui, les déclarations chinoises sont peu concluantes. Oui, voilà. C'est un doux euphémisme. D'une manière générale, que peut-on faire face à cette puissante Chine, parce que on a l'impression que d'un point de vue international, c'est difficile de pouvoir lutter contre ces trafics plus ou moins officiels en Chine. Je pense qu'il y a une seule solution, en tout cas pour nous, parce que sauf à s'immiscer dans les affaires actuelles du PCC et ces méandres que même les Chinois ont du mal à discerner, la question c'est l'argent. La question, c'est l'argent, c'est de voir comment on peut continuer à tracer les flux financiers qui sont liés à ça. Parce qu'aujourd'hui, l'Europe... si c'est payé en bitcoin et en monnaie crypto, ça va être compliqué. C'est ça que je vis. C'est-à-dire qu'en gros, si vous voulez, évidemment, moi, je ne suis pas un contempteur des crypto-monnaies où tout le monde dit « Oh là, c'est fait que pour les arnaques, etc. » Non, il y a aussi des vraies
utilisations. Simplement, aujourd'hui, il est vrai qu'un certain nombre de plateformes crypto, notamment, je pense à certaines qui sont originaires de Chine, évidemment, puisqu'en fait, elles ont les lois de là-bas. Donc elles ne se sentent pas contraintes par cela. Et donc il faudrait être beaucoup plus clair sur le fait que lorsqu'il y a une plateforme crypto qui opère en Europe, on lui voit imposer les règles européennes. De la même façon qu'à l'époque, il y avait le grand débat pour Facebook ou pour Twitter, ce sont des plateformes américaines. Elle dit oui, mais nous, on a la liberté d'expression totale. Bah non, tu es en Europe, tu respectes les lois européennes. Et bien de la même façon, les plateformes crypto asiatiques doivent respecter strictement les règles qui s'appliquent en matière de lutte contre le trafic d'organes. Sauf à le payer. Alors, dans un instant, on va revenir sur ce trafic d'organes et on va voir que la France est accusée par de nombreuses associations de ne pas s'engager suffisamment dans la lutte contre ce trafic d'organes sur son territoire comme sur la scène internationale. À tout de suite sur Sud Radio avec mes invités. Sud Radio, l'heure libre, 10h-11h. De retour dans l'heure libre, 1 heure de décryptage des faits de société, toujours avec Jean-Marie. Toujours Bordy, présent. Toujours avec Maître Haddad, Toujours merci présent. d'être là. Et avec nous toujours également Capucine Cannon et Noémie Aliwa, journaliste à Factuel. Alors on parle du trafic d'organes, un trafic très important, estimé à près d'1,5 milliard de bénéfices, dont le principal mis en cause est le régime chinois dans votre enquête, qui pratique, selon d'ailleurs de nombreuses organisations internationales, des prélèvements non consentis. Est-ce que l'on en sait un peu plus sur la manière dont sont acheminés les organes? Ça, on sait que c'est très difficile à tracer par contre. Tout à l'heure, on disait que on parlait des annonces avec des organes vendus entre 20 et 30 000 $, mais une fois que c'est commandé, c'est difficile à tracer. Hein. En fait, c'est ça, tout le sujet, en tout cas en France, c'est qu'aujourd'hui, il n'y a pas de système de contrôle ou d'évaluation de la coopération France-Chine sur la transplantation. Donc on peut aussi imaginer que un certain nombre de personnes qui répondraient favorablement à ces annonces dont on parlait sur les messageries type Telegram, eh bien, en seraient pour leur argent. Parce qu'on peut aussi imaginer qu'il y a des arnaques aux livraisons d'organes. Bien sûr, bien sûr. Et puis alors, je vais aller très concrètement dans la réponse. Aujourd'hui, c'est l'agence de biomédecine qui gère les listes nationales de greffe en France, qui est censée savoir un petit peu ce qui se passe, où les Français sont greffés. Alors déjà, elle lance une enquête tous les 2 ans qui est anonyme et déclarative. Donc déjà, pour vous dire, on n'a pas toutes les informations. Et en plus, on sait, avec une source qui travaille dans la médecine, on a pris les chiffres officiels, on a fait des calculs et on s'est rendu compte uniquement sur les transplantations de foie qu'entre 2017 et 2019, il y a 800 personnes qui ont disparu des listes de greffe qui étaient dans un état grave. Donc elles ne sont ni mortes ni greffées en France. Donc que sont-elles devenues? Elles ont reçu des médicaments post-transplantation. C'est peut-être comme ça qu'on peut remonter le fil et se rendre compte qu'il y a bien un trafic qui a lieu, y compris en France. Ouais, c'est un vrai sujet. C'est un vrai sujet. Donc c'est l'ONG DAFO qui m'a aidé sur ce décryptage. Mais c'est pour vous dire que le système de contrôle aujourd'hui, il est vraiment flou. Ouais, il est très flou, mais ça m'amène à cette question. C'est-à-dire que, imaginons que vous ayez répondu oui. Imaginons que vous ayez payé pour accepter la transition, la transplantation, pardonnez-moi. Comment ça se passe après? On vous aurait envoyé un organe sous vide au frais. Ensuite, vous auriez dû vous tourner vers un chirurgien parce que ça se fait pas tout seul. On bricole pas comme ça. Donc ça veut dire qu'il y a beaucoup plus qu'une filière en France qui s'organise autour de ça. C'est là où l'enquête s'arrête parce que notamment les annonces qu'on a vues sont des arnaques dans le sens où ils vous garantissent qu'ils vont rendre l'organe viable jusqu'à 1 an avec des machines qui font fonctionner les organes. Or, source médicale à l'appui, c'est de la camelote en plus. Mais au-delà de ça, ça veut dire qu'il y a des gens qui sont préparés en France à accueillir des organes, parce qu'on ne peut pas faire entrer ces organes-là dans les hôpitaux français. En France ou ailleurs, parce qu'on peut aussi, en tant que résident français, on peut être opéré à l'étranger. Donc il y a des hôpitaux clandestins, c'est ça que je veux dire? En 2020, il y a eu une proposition de loi visant à l'éthique justement entre de la coopération France-Chine. C'est Frédéric Dumas qui a proposé ce papier et clairement, elle mettait une liste en cause d'hôpitaux français qui collaborent aujourd'hui
sur la transplantation, en formant, en faisant des échanges de médecins, etc. Et c'est trop flou aujourd'hui. C'est trop flou. Le contrôle n'existe pas. Alors justement, il faut à présent se pencher sur le cas de la France, car la France est mise en cause par de nombreuses associations comme étant pas si motivé que vous le pensiez, Maître Haddad, tout à l'heure, pour lutter contre ce trafic d'organes. Je disais, le législateur est pour le moins mou sur la répression du trafic d'organes. Vous rappelez par exemple que Valérie Boyer, sénateur, a demandé à de nombreuses reprises une évaluation de la loi et une criminalisation de l'usage des organes, quand on ne sait pas quelle est la provenance exacte. Et toutes ces propositions de loi n'ont jamais avancé. Non, elles sont rejetées ou renvoyées. J'ai parlé à Valérie Boyer il y a 2 jours. Et voilà, à un moment, elle s'est dit j'arrête parce que ça n'avance pas, mais mes projets de loi sont renvoyés ou sont rejetés. Tout à fait. La raison officielle, c'est qu'il n'y a pas assez de cas de transplantation illégale en France. Mais on revient sur ce qu'on disait, c'est qu'en fait, on ne les a pas, ces chiffres-là. On ne les a pas. Oui, c'est flou pour le moins. Alors, vous pointez aussi du doigt, on en disait un mot tout à l'heure, le Conseil de l'Europe qui a élaboré un instrument international contre le trafic d'organes humains, ça c'est très bien, ça s'appelle la Convention de Saint-Jacques-de-Compostelle. Le texte invite donc les gouvernements à ériger en infraction pénale le prélèvement illicite d'organes. 25 États l'ont signé, mais 15 d'entre eux ne l'ont pas ratifié. Et ce qui est incroyable, c'est que la France ne l'a pas ratifié en 2015 et qu'il a fallu attendre janvier de l'année dernière, janvier en 2023, pour que la France signe enfin. C'est quand même assez incroyable. On pensait la France plus motivée par ces questions éthiques essentielles. Un texte mis en vigueur début d'année 2023 avec beaucoup de réserves. Et notamment celle évoquée tout à l'heure, il faut que la victime qui est souvent morte porte plainte dans le pays du recel, où le recel a eu lieu, où se réserve le droit de sanctionner ou non un receleur selon des conditions. Alors vous qui avez parlé avec ces associations qui essayent d'y voir plus clair dans ce trafic international d'organes, qu'est-ce qu'elles voudraient voir évoluer du côté des pouvoirs publics en France, en Europe ? Alors, sans équivoque, ils veulent que la France retire ses réserves sur cette fameuse signature de convention, mettre en place un système de contrôle, mais vraiment un système de contrôle du trafic via l'agence de biomédecine, via les lois de bioéthique, obliger d'identifier une grève qui a eu lieu à l'étranger, donc vraiment que ces personnes-là rentrent dans le registre, encadrer mieux la coopération France-Chine, puisque c'est ce dont parle mon enquête, et puis carrément arrêter toute collaboration liée aux transplantations, arrêter aussi toute publication scientifique en provenance de la Chine s'il n'y a pas la preuve qu'il y a eu consentement, notamment de dons d'organes. Bon, on compte sur vous, Capucine Canonne, pour nous tenir au courant. Oui. C'est un sujet qui nous intéresse beaucoup. Je voulais juste faire une observation, parce que je ne peux pas m'en empêcher. D'abord, on a parlé de ce qui se passait au Xinjiang et de ce que subissent les Ouïghours. Et les Ouïghours sont notamment ciblés, pas seulement, mais aussi parce qu'ils sont musulmans par le Parti communiste chinois. Si le quart du tiers de ce qu'ils subissent dans ces prisons, ils l'avaient subi dans des prisons en Israël, par exemple, vous auriez 100 000 manifestants chaque jour depuis des jours et des jours en Angleterre et dans le monde entier. Et c'est beaucoup plus confortable de manifester contre les Juifs qu'on accuse de tous les maux de la terre. Merci de votre intervention. Maître Haddad, je voudrais profiter du fait que vous soyez là parce que je sais que vous êtes l'avocat de Enda Ayari dans le procès contre Tariq Ramadan. L'instruction est commencée depuis quelques années déjà, 7 je crois. Est-ce que le procès arrive bientôt ? Ça, c'est pas à moi d'en décider parce qu'il y a une instruction qui est en cours. En revanche, ce qui est certain, c'est que ça prend du temps. D'abord parce qu'il y a un certain nombre de mises en examen. Contrairement à ce qu'on nous annonçait au départ, effectivement, quasiment sur la totalité des cas qui ont déposé plainte, il y a eu des mises en examen. Et deuxièmement, en revanche, ce qui se passe ces derniers temps sur les réseaux sociaux, c'est que, perdant la bataille du droit, l'instruction avançant, M. Ramadan et ses alliés, ces derniers temps, se permettent de prendre nommément à partie les différents acteurs de cette affaire et notamment essayer de jeter l'opprobre sur leurs paroles. La dernière, et discréditer. Alors tenez-vous bien, la dernière, donc évidemment on s'y attendait, mais on ne savait pas quand est-ce que ça allait arriver. Un tweet contre Enda Ayari en disant que si Enda Ayari avait déposé plainte pour viol contre Ramadan, c'était parce que récemment elle avait fait des tweets en faveur d'Israël.
Incroyable. Voilà. Donc après les différentes... On essaie de la salir comme ça. On essaie de la salir. Moi, à titre personnel, j'ai eu une fatwa de la part de Hani Ramadan, le frère de Tariq Ramadan, qui a fait un prêche le vendredi où j'ai déposé plainte en élucubrant sur le prophète Jonas qui n'avait pas suivi les instructions de Dieu. Tout ce que je vous dis est vrai. Et en fait, c'est une technique qui a vocation à envoyer des myriades d'internautes pour aller harceler, et ça fonctionne, les plaignantes. Je pense qu'ils se trompent juste sur un point, c'est que ces femmes ont une telle force, elles ont acquis une telle résilience depuis 7 ans, que la carapace qu'elles ont, malgré tout ce qu'il est en train de faire, ça aura du mal à craquer. Je compte sur vous en tout cas pour venir nous parler dans l'émission. Je dirais pas avec plaisir, mais avec gravité. Entendu, rendez-vous est pris. Je voudrais signaler votre excellent ouvrage aussi, Noémie Aliouar. Ça s'appelle La terreur jusqu'au-sous nos draps, sauver l'amour des nouvelles morales, c'est paru chez Plomb. Vous serez chez André Berkoff cette semaine, mercredi midi, pour en parler. Et alors c'est très intéressant parce que dans ce livre, Noémie, vous voulez croire encore aux belles histoires entre hommes et femmes. Vous écrivez que croire au prince charmant, c'est une bénédiction. Et je dois dire que votre livre est passionnant parce qu'il est vraiment à contre-courant. Oui, exactement. J'en ai un peu assez qu'on résume toujours les relations entre les hommes et les femmes à des affaires de domination, de pouvoir, de violence, de douleur. Il faut aussi montrer que les hommes et les femmes ne se résument pas à ça lorsqu'ils sont ensemble. Ça ne se résume pas qu'à la guerre des sexes. Il faut aussi défendre l'amour. Eh bien, je vous remercie, Noémie. Rendez-vous est pris pour en parler aussi ici. Merci, Capucine Cannon. On peut retrouver votre enquête sur cet immonde trafic d'organes sur la plateforme d'enquête Factuel.media. Merci, Jean-Marie. Merci à vous. Retrouver l'émission sur la chaîne YouTube de Sud Radio. Et tout de suite, c'est bientôt 11h. Et on parle auto avec Jean-Luc Moreau et Laurence Perrault. Et justement, vous avez peut-être garé votre voiture dehors. Est-ce que l'augmentation du coût du parking est légale dans tous les centres-villes? C'est la question que Jean-Luc Moreau et Laurence Perrault se poseront. On parle auto juste après les informations. À tout de suite sur Sud Radio.